Bonjour tout le monde. Donc ce chapitre 6, il va concerner, donc on va commencer la série des chantiers d'amélioration, c'est-à-dire parler de quelques méthodes. Et puis bon, dans ce chapitre, la première démarche, c'est la démarche des 5 S. Donc on va voir ce que c'est. Alors en guise d'introduction, qu'est-ce qu'on peut dire avant donc de mettre en place n'importe quelle méthodologie, d'accord? Les 5 S sont nécessairement la première étape de toute démarche qualité ou bien d'amélioration, si on veut faire de la qualité ou bien juste de l'amélioration de notre façon de faire ou bien du produit fini. Alors en effet, donc cette méthode se focalise sur la propreté déjà, l'organisation optimale ou optimum des postes de travail, d'accord, une organisation, une bonne organisation, c'est ce qu'on appelle optimum, c'est-à-dire où il n'y a pas de gaspillage. La formalisation, c'est-à-dire suivre une certaine manière de faire. On va voir ce que c'est que la formulation par la suite, exactement. Donc je vais y revenir. Le respect et l'amélioration de ces thèmes. Il faut respecter. Une fois qu'on a mis en place cette amélioration, il faut absolument la respecter. Donc sans cela, comment pouvons-nous être capables de localiser les problèmes? Donc en fait, ça permet de localiser les problèmes quand on commence déjà par ces choses-là. Alors, une des techniques de management d'origine japonaise, donc cette méthode-là, c'est une des techniques de management. Elle nous vient du Japon, hein, comme la plupart des méthodes d'amélioration. Sa nomination vient de la première lettre de chacune des 5 opérations à conduire. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle les 5 S, parce qu'on a 5 opérations à conduire et chacune commence par un S. Les noms japonais de chaque étape sont appelés, alors on a Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu et Shitsuke. Shichuke, ça dépend comment il le prononce. Ça peut donc se résumer de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire ces étapes? Alors, la première étape, Seiri, c'est nous débarrassons les choses inutiles sur notre poste. Débarrasser, hein, Seiri. Seiton, c'est on va ranger, nous rangeons, d'accord? Seisu, nous nettoyons, c'est nettoyer. Seiketsu, eh bien c'est nous le gardons rangé, c'est-à-dire respecté. Et puis Shitsuke, nous le gardons rangé, pardon, c'est formalisé, c'est-à-dire respecter, enfin, et puis on va respecter ce rangement, d'accord? C'est en fait rangeant. On va voir ces étapes-là. Donc, quelle est la subtilité en fait entre garder rangé et respecter? Alors, les enjeux, ça permet une propreté et la discipline. Le premier enjeu, pardon, c'est la propreté et la discipline. D'accord? Le deuxième enjeu, c'est la réduction du gaspillage. Et ça, c'est notre but dans le Lean Manufacturing. D'accord? Et l'utilisation efficace du temps, ça aussi, c'est notre but. Donc, ça permet de ne pas gaspiller le temps. Réduction de n'importe quel autre type de gaspillage à part le gaspillage du temps. D'accord? Et puis, appliquer avec les autres outils. Ça peut 5S, ça sert aussi à appliquer ces outils-là, les autres outils d'amélioration qui sont le MSP, le TPM, Total Productive Maintenance, SMED qu'on va voir après on va détailler, Kanban, PDCA, on a vu que c'est la démarche d'amélioration en vue de diminuer la non-valeur ajoutée. Dans tout ça, il faut diminuer la non-valeur ajoutée. Donc tout ça, ça rentre dans l'amélioration.
Et puis augmenter la rentabilité et l'aptitude concurrentielle. C'est ça en fait le but de l'amélioration. Il faut augmenter bien sûr la rentabilité, d'accord, d'un processus, d'une usine, de n'importe quelle entité qui produit, d'accord. Et puis l'aptitude concurrentielle, c'est-à-dire pouvoir être concurrentiel par rapport aux autres, donc avoir sa place dans le marché. Alors on revient aux définitions. Donc on va poser le mot en japonais pour les 5 S et puis la traduction et qu'est-ce que ça veut dire, l'interprétation. Alors on a dit seiri, c'est débarras, hein, on peut traduire par débarras ou débarrasser, d'accord. Trier ou éliminer, ça veut dire trier ou éliminer, d'accord. Et puis seiton, ça parle du rangement, hein, donc on peut interpréter ça par ranger. Et puis seiso, nettoyage, donc il faut nettoyer. Seiketsu, c'est l'ordre, donc il faut avoir un ordre, c'est-à-dire imaginer un ordre d'organisation, d'accord, ça veut dire standardiser. Donc cet ordre, on va le standardiser, c'est ça qui va être le standard. Et puis shitsuke, la rigueur, c'est là où vient respecter. D'accord, donc c'est quelque chose, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une petite subtilité entre ordonner et garder et respecter. Donc seiketsu, l'avant-dernière, c'est imaginer un ordre, d'accord. Et dans l'étape suivante, c'est cet ordre-là que je vais standardiser, c'est-à-dire je veux proposer un standard d'ordre, et après je vais, dans la dernière étape, je vais le respecter. Alors les résultats, si je mets en place, qu'est-ce que j'attends de la mise en place des 5 S? Organisation du travail visuellement conforme à la culture que l'entreprise veut se donner. D'accord, bon, donc chaque entreprise a sa culture, sa manière de voir les choses, donc il faut et sa manière de faire passer l'information. D'accord, l'organisation du travail visuellement conforme à la culture de l'entreprise, que la culture de l'entreprise veut se donner, donc il faut que ça soit, c'est-à-dire vous arrivez dans le secteur, il faut que ça soit organisé visuellement comme on s'est mis d'accord, comme en respectant ce que veut en fait donner comme image cette entreprise. Environnement de travail favorisant le moral, d'accord, et la participation du personnel. Bien sûr, le personnel est très important dans le 5S parce que en fait c'est lui qui va, c'est le personnel qui travaille, hein, les opérateurs généralement, et il faut qu'ils soient dans un environnement qui va les inciter à participer, à travailler de manière efficace. Donc s'ils ont le moral, si les choses sont bien organisées autour d'eux et s'ils ne passent pas du temps à chercher son matériel, à passer d'un poste à un autre, se déplacer, etc., donc il sera plus efficace. D'accord, donc l'environnement de travail, il faut que ça favorise le moral de celui qui travaille, et la participation du personnel, ça doit favoriser sa participation. Diminution du taux de défaut par manque d'ordre et de propreté. Ça entre dans le cadre de la qualité, donc ça peut agir sur la qualité, diminuer le nombre de défauts, ou bien le taux de défaut par manque de... S'il n'y a pas d'ordre, et bien, généralement et obligatoirement, ça va donner des défauts parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être faites correctement. D'accord ? S'il n'y a pas d'ordre ni de propreté parfois. Diminution des délais, ça permet
aussi de diminuer les délais, bien sûr, parce qu'on va gagner plus de temps. Donc c'est normal que au lieu de produire en un temps t donné, je peux produire en t' inférieur à t. Et les pertes de temps, donc les délais, bien sûr, et les pertes de temps entre-temps. Perte de temps dans quoi? Dans des recherches, des déplacements inutiles, du temps pour faire le ménage, etc. Pour nettoyer, c'est-à-dire si vraiment on voit rien. Et puis... Alors, utilisation optimale de l'espace. D'accord? Optimiser l'espace. Utiliser l'espace de manière optimale. Ça permet de gagner du temps aussi, hein, de retrouver ses objets, de ne pas se déplacer, etc. Alors, les conditions de succès. Pour que cette démarche se couronne de succès, il faut, c'est-à-dire comment mettre en place cette méthode. Donc, obtenir la libération du personnel pour analyser la situation, d'accord? C'est-à-dire on va momentanément arrêter le travail, on libère le personnel dans le secteur où on veut mettre en place le 5S pour analyser la situation, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ce, par exemple, si on veut on se concentre sur un processus où il y a quelques postes, ou bien 1 ou 2 ou 3 postes, ou même plus. Donc on va arrêter ce processus-là et on va regarder qu'est-ce qui se passe, comment se font les choses dans ce lieu-là. On va analyser la situation et entreprendre des correctifs, c'est-à-dire se dire ça, il ne faut pas que ça se passe de cette manière, etc. S'assurer de la disponibilité du service de la maintenance, parce que parfois on a besoin du service de la maintenance. Donc au moment où je veux mettre en place, il faut que au moment où je commence à travailler, il faut que je sache que je peux faire appel à un service de maintenance si jamais j'en ai besoin. Se donner une vitesse de croisière acceptable, c'est-à-dire la vitesse par laquelle je vais aller et mettre en place les choses de 5S. Il faut que ça soit acceptable, pas trop vite, pas trop lent. En accord avec le planning établi, parce qu'on aura fait un planning. D'accord, le 5S va rentrer dans un grand planning où il n'y a pas que le 5S, il y a autre chose. Donc on va le placer et on va se dire voilà le temps qu'on va s'allouer pour mettre en place les 5S, mais qui permettent en même temps de réaliser d'autres activités d'amélioration. Voilà, parce que le planning, dans le planning, il y a d'autres activités aussi. Alors, désigner clairement un responsable qui fera le suivi, bien sûr. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute le projet, c'est-à-dire un pilote. Les étapes à suivre, donc comment je vais... les étapes, c'est en fait, c'est les étapes des 5S. D'accord? C'est les 5 étapes des 5S. Donc, qu'est-ce que je commence par éliminer ce qui est inutile, les objets, tout ce qui est inutile, je commence à éliminer. C'est-à-dire, je fais le ménage, en fait. Je range ce qui reste après élimination. Donc, tout ce qui est inutile, je l'ai enlevé. Et donc, je vais garder ce qui est utile. Mais ce qui est utile, je vais le ranger. Ce qui reste après élimination. Donc, ce qui est utile et qui reste après élimination, je vais le ranger. Ensuite, donc ça, c'est les différentes étapes. Là, on va voir, après, on va détailler ces étapes-là. Dans j'élimine, voici la définition de l'étape élimine. J'élimine quoi? Ce qui est inutile. Bon, après, on va voir comment on va procéder à l'élimination. Je range ce qui reste après l'élimination, donc ce qui est utile. Après, je nettoie et j'inspecte pour détecter, par exemple, s'il y a des fuites, si ce sont des machines, des salissures, etc. Donc, je nettoie et il faut que ça soit clean. Je standardise, d'accord, on se met d'accord sur un standard à respecter du rangement, d'accord. J'établis les règles de travail simples, aussi comment je vais travailler, comment je vais procéder. Donc chaque poste est différent d'un autre et donc à ce moment-là, je donne un standard de travail et de rangement
pour ce poste-là, pour chaque poste, si c'est un processus, etc. Donc j'établis les règles de travail simples, il ne faut pas que ça soit compliqué non plus. Visuel ou à défaut écrite, d'accord. Si je peux faire des dessins pour la standardisation, je fais, ou bien si je peux pas, ben j'écris un texte. Un petit, généralement, il ne faut pas que ça soit plus de 2 ou 3 mots sur les étapes. Qu'est-ce que je disais? J'établis donc les règles de travail simples, visuelles ou à défaut écrites sur les étapes, les différentes étapes que je vais entreprendre dans le travail. Je les respecte, je les teste et je valide. D'accord? Avant de mettre en place les choses, il faut les tester. La standardisation, il faut la tester. Est-ce que c'est possible de la faire de cette manière-là? Et après, on valide. Je respecte. Donc, la dernière étape du 5S, c'est respecter. Donc, les règles. Qu'est-ce que je respecte? Eh bien, les règles que j'ai mises en place dans l'étape précédente. Et je progresse en améliorant les standards. Bien sûr, après, il faut que je regarde dans l'application. Et si jamais il y a des choses à changer, eh bien, je vais améliorer. Je vais revenir aux standards, je vais améliorer les standards et de plus en plus. Donc, on va toujours faire des audits internes pour voir si les choses marchent. Alors, le principe maintenant, quel est le principe de chaque étape, c'est-à-dire comment elle va se mettre en place. Donc, on a dit la première étape, c'est trier ou série. Alors, d'abord, s'organiser, d'accord? Donc, avant cette opération de trier, je fais une planification, d'accord? Avant l'opération, je planifie. C'est-à-dire que dans l'application des 5S, je peux faire dérouler un PDCA. Et donc, dans l'étape planifiée, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, réaliser un planning des opérations en tenant compte du planning global. Ça, c'est le planning juste pour appliquer cette première étape de 5S. Donc, bien sûr, dans le planning global qui sort du 5S, qui est le Lean Manufacturing, eh bien, j'introduis ce petit planning pour mettre en place, donc dans un secteur donné, si je veux mettre en place les 5S, eh bien, je regarde quelles sont les opérations que je vais mettre en place. Bien sûr, prévoir les moyens matériels est nécessaire. Donc, ici, je n'ai pas encore commencé à trier. C'est-à-dire, dans cette étape, avant de commencer à faire le tri, éliminer, etc., il faut d'abord s'organiser. Et pour s'organiser, donc, la manière de faire, eh bien, je rentre dans un cycle PDCA. Donc, avant l'opération qui est plane, donc avant de commencer mon opération, je planifie. Et donc, je planifie en fait les 5S, comment je vais procéder, les différentes opérations que je vais, et il faut que ça rentre dans le planning global. Global qui... après, donc, je prévois les moyens matériels nécessaires, parce que j'aurai besoin de certains matériels. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a besoin des gens de la maintenance, là aussi, donc il faut le prévoir. Prévoir bon, ici, j'ai sorti la maintenance des moyens. Là, ici, c'est les moyens matériels, d'accord? Et en plus, la présence du personnel de la maintenance. Et puis, prendre des photos, maintenant, les lieux, je regarde le lieu, là où je vais mettre en place les 5S, on prend des photos comment c'était avant les 5S, d'accord? Pour après critiquer ces photos-là et dire où est-ce qu'on va agir. Déjà, on regarde les photos qui vont nous donner une idée sur le problème.
Et ces photos-là, il faut les afficher. Pourquoi les afficher? C'est pour que tout le monde les regarde, les gens qui sont dans le secteur, là où on va placer, c'est-à-dire tout le personnel qui est impliqué dans ce chantier-là, doit voir comment se présente le milieu dans lequel il travaille. Ensuite, prévoir un tableau de communication. Et donc, ces photos-là, il faut les afficher dans le tableau de communication, c'est-à-dire, et après, on va mettre pas seulement les photos, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les démarches. Alors maintenant, toujours dans cette étape de trier, alors maintenant, je vais commencer l'opération de trier, c'est-à-dire, je suis dedans. Donc, je suis dans cette étape d'où. Alors, il faut analyser chaque cas suivi par une checklist. D'accord? Je suis sur le terrain, je regarde et puis je fais une checklist. D'accord? Voilà ce qui se fait. Voilà. Donc, il faut que je marque tout ce qui se fait dans l'opération, de quelle manière ça se fait, et puis qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est là en plus, etc. Et qu'est-ce que je dois éliminer qui est en plus, parce que je suis ici dans le trier. Je veux regarder et donc je vais regarder tout ce qui est sur place et je vais me dire est-ce que ça sert, est-ce que ça ne sert pas. Appuyer l'analyse par exemple sur un QQ au QCCP. Voilà, donc qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Et donc à partir de là, je vais me poser des questions sur les différents produits qui sont sur place, les différentes choses qu'il y a sur place sur le poste ou sur le processus, pour avoir une idée, est-ce que ça sert, est-ce que ça ne sert pas. On peut utiliser aussi un système de classification de type. Quand je vais me poser la question, je vais classifier ce que je vois, hein, les objets que j'ai sur place, je vais les classifier en usage quotidien. Est-ce que ça, on l'utilise de manière quotidienne? Donc, je vais la mettre dans la catégorie A. Est-ce qu'on l'utilise hebdomadaire ou mensuellement, c'est-à-dire par semaine ou seulement par mois? Donc, c'est la classe B. Et la classe C, un usage rarissime. Et on peut avoir aussi une classe D que jamais utilisée, parce qu'il y a parfois dans les postes des objets qu'on n'a jamais utilisés depuis des années, et qui sont là et qui prennent de la place. Le résultat, il doit être visible, d'accord? Donc on peut, dans le tableau de communication, il faut que ça soit visible. Voilà la liste de ce qui est utilisé de manière quotidienne. Voici la liste hebdomadaire ou mensuelle et voici la liste des rarissimes ou bien des nuls aussi. Donc, exemple, par exemple, comme ça. Donc, la priorité, faible utilisation, moyenne utilisation, forte utilisation. Et ici, vous avez la fréquence. Objet non utilisé depuis 1 an, je le mets dans le faible. Objet utilisé seulement une fois depuis 1 an, là aussi c'est faible. Donc la décision qu'il faut prendre, c'est pour le premier c'est jeter, pour le deuxième stocker, mais vraiment à l'écart, parce que de toute manière on va l'utiliser. Donc utilisation faible. D'accord? Et puis moyenne, c'est des objets utilisés une fois au cours des 6 derniers mois, une fois par mois ou une fois par semaine. Donc c'est moyennement utilisable. La fréquence, elle est moyenne. Donc ici, stocker ensemble dans l'unité de travail. Dans l'unité de travail, on va stocker ensemble, mais aussi on peut organiser en fonction, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés plus rarement que les autres. Une semaine, c'est pas comme un mois, c'est pas comme une fois au cours des 6 derniers. Donc là, je peux les mettre un peu loin de l'accès. Si je range par exemple dans une armoire, je peux mettre un petit peu loin. Et puis une fois par mois, je le rapproche. Et une fois par semaine, il est encore plus proche, plus accessible par exemple. Et puis les objets utilisés, fortement utilisés, on va dire, plus d'une fois par semaine.
tous les jours et puis toutes les heures. Là aussi, je peux les organiser, mais à ce moment-là, je les organise en fonction de leur fréquence d'utilisation aussi, mais je les stocke à proximité du poste de travail ou à la portée de la main pour ce que j'utilise tout le temps, hein, par exemple. C'est-à-dire, il y a même des opérateurs qui portent des objets sur eux, hein, qui sont accrochés dans leur poche. Ils ont des poches spéciales pour mettre les objets. Je suis toujours dans le principe et on est toujours dans l'étape trier. Alors quand on a fini de faire le classement, donc c'est-à-dire à la fin de l'opération, après avoir fait tout ça, eh bien je vais passer aux étapes check and act du PDCA. Donc check et contrôle, vérifier l'avancement par rapport à l'objectif fixé, parce qu'au début dans le plan on a fixé un objectif. Et après, agir ou bien assurer, donc s'assurer que toutes les choses conservées dans le périmètre, c'est-à-dire s'assurer maintenant que l'organisation qu'on a mis en place est bien indispensable, d'accord, et bien choisie en fait. Donc à ce moment-là, auditer la liste pour passer au deuxième S. Donc on fait un audit, hein, pour interne, hein. Donc je prends d'autres personnes qui sont internes pour auditer cette liste-là qui a organisé les différentes, disons qui a en fait catégorisé les différents objets pour passer au deuxième S. Après, donc je passe au deuxième S qui est rangé. Donc toujours je prends la démarche PDCA pour travailler cette étape-là. Donc avant l'opération, je vais planifier, donc observer et critiquer le processus actuel de rangement, avant la mise en place. Comment c'est rangé, tous les objets, comment ils sont rangés. Les objets qu'on a triés maintenant et catégorisés, on va les voir comment ils sont rangés. D'accord, s'ils existent, hein. S'il existe un rangement. Peut-être parfois il n'y a aucun rangement. Donc à ce moment-là, je mets aucun rangement. D'accord, et pour après prévoir un rangement. Faire l'inventaire des objets à ranger. Donc à ce moment-là, je prends une liste et puis je marque tous les objets qu'il faut ranger. D'accord, il faut leur prévoir un rangement. Étudier les fréquences d'utilisation, d'accord, justement ici c'est ce que je vous ai dit dans le tableau, même s'ils sont dans la même catégorie, il y en a qui sont plus utilisés que d'autres, d'accord. Donc à ce moment-là, on regarde vraiment la fréquence d'utilisation. Est-ce que tous les jours, est-ce que une fois par semaine, est-ce que de quelques fois par semaine, etc. Délimiter et identifier les emplacements et les objets. À ce moment-là, je choisis, je délimite. Voilà l'objet, il va se trouver dans cet emplacement et il ne va pas dépasser cet emplacement. Ça dépend aussi de l'encombrement de l'objet. Est-ce que c'est un petit objet? Est-ce que c'est un objet qui prend de la place, etc. Proposer un emplacement pour chaque objet. D'accord. Choisir les modes de rangement, comment on va ranger. D'accord. Je ne sais pas, hein, à ce moment-là, c'est ou bien vous rangez dans des armoires, ou bien vous rangez dans des étagères, ou bien ça dépend si c'est des petits objets, c'est des objets qu'on utilise tout le temps, comme les tournevis, les pinces, etc. Et bien ça sera une boîte, ou bien un tableau sur lequel vous accrochez. Donc c'est ça le mode de rangement. Prévoir le nettoyage du poste de rangement et le faciliter, c'est-à-dire le rangement qu'on va choisir, il faut prévoir qu'il soit facile à nettoyer. Donc planifier le comment, la durée et le matériel. D'accord. Là c'est en fait dans notre tête on prépare l'étape qui vient qui est nettoyer. D'accord. Donc prévoir le nettoyage du poste dans le choix des modes de rangement et faciliter le nettoyage. D'accord.
et même prévoir la durée du nettoyage, combien de temps, etc. Et puis le matériel qu'il faut, c'est-à-dire imaginer une place pour poser le matériel de nettoyage aussi. Tenir compte du poids, par exemple les choses les plus lourdes, on ne va pas les mettre en haut, il faut toujours que ça soit en bas et accessible, d'accord, pour pouvoir les... Et puis tout ce qui est léger, on peut les mettre dans des étagères hautes, etc. Tenir compte de l'encombrement aussi, des choses qui ont du volume. Est-ce que c'est des petits volumes et c'est que des grands volumes? Donc dans le rangement, il faut prévoir ces choses-là, il faut tenir compte de ces choses. On est toujours dans ranger, donc maintenant on va commencer à ranger l'opération do. Donc je suis dans l'étape do. Aménager le poste de travail, les outils et documents utilisés fréquemment, ils doivent être sous la main. Donc là, je suis en train d'aménager, c'est-à-dire mettre en place les choses. Marquer les emplacements, stock par exemple, manutention, documentation, c'est-à-dire il faut séparer ces choses-là. Chaque opération, le stock va être dans un endroit, la manutention va être dans un autre endroit, et il faut marquer les emplacements, puis la documentation aussi, etc. Faciliter le repérage, rendre visibles les anomalies. Repérage, c'est-à-dire, voilà, il faut rendre visibles les anomalies, il faut que on puisse, dès qu'on regarde, on voit où est l'anomalie, c'est-à-dire un objet pas à sa place, etc. Donc, si par exemple vous avez choisi une place pour mettre le document, sur l'armoire, je vais écrire document tel, d'accord? Donc des étiquettes, des choses comme ça. Donc, il faut rendre visible en mettant des étiquettes, des noms, des images, des croquis qui montrent voici la place de l'objet tel, etc. Les marquants, les manquants, on peut voir aussi est-ce qu'il y a des choses qui manquent. Donc tout doit être visible pour qu'on puisse savoir. Si les choses ne sont pas à leur place, on doit le savoir. Ou si elles n'existent pas carrément, et si elles ont changé de place ou si elles sont autre part d'autre et qu'elles ne sont pas à leur place, donc il faut pouvoir regarder, il faut pouvoir détecter. Utiliser donc par exemple des étiquettes, des symboles, etc. Et puis identifier et éliminer les zones de travail. Donc séparer les zones de rangement, on a dit, les emplacements, stock, manutention, documentation. Identifier et délimiter aussi les zones de travail, donc les zones de passage par exemple, là où il y a des petits déplacements, les zones à risque aussi, et puis les zones où va se passer le travail. Utiliser par exemple, on peut utiliser des peintures signalétiques, des signalétiques, c'est des icônes, des couleurs, tout ce que vous voulez. Par exemple ici vous avez un exemple de rangement d'outils qu'on a mis sur un tableau, et au-dessus il y a écrit le nom de l'outil, hein. Donc et puis peut-être ici la taille ou le nom, etc. Donc là aussi vous avez l'outil, son nom, chaque outil est placé à sa place. Ici un espace d'étagères, et on peut voir les documents par exemple qu'on peut mettre dans des étagères avec des étiquettes, et tout est lisible. Ici ça c'est un outil, hein, un accessoire, mais c'est pas un outil, c'est un accessoire pour mettre les outils de travail par exemple. Donc il y a des choses que vous allez mettre dans les armoires, ceux qu'on n'a pas besoin, on peut regarder, hein. Même les armoires, ils ont des dimensions qui sont différentes. Donc vous voyez ici petite dimension pour les petits objets, et puis les grands objets c'est les grandes dimensions. Ça c'est des objets qui doivent être accessibles, très accessibles on va dire, et donc forcément on les met comme ça, on déplace. Donc ranger, après l'opération de ranger, donc il faut faire passer à check et à acte.
Donc dans check ou contrôler, vérifier chaque jour le respect des règles qu'on a mises en place et l'absence de rupture des stocks, par exemple. Attention aussi à l'absence de rupture des stocks. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. D'accord? Et après, avant de passer au troisième S, pardon, il faut auditer. D'accord? Auditer, c'est-à-dire justement auditer. Dans l'audit, il va y avoir la vérification et puis agir. Nettoyer, donc troisième étape, c'est le nettoyage. Donc bien sûr avant l'opération, dans le nettoyage, vous avez ici l'image. Donc dans la planification de ce nettoyage-là, il faut faire d'abord un état des lieux. C'est ce qui est schématisé par ce petit dessin. Ou bien, d'accord, donc regardez, est-ce que vraiment il y a des choses à nettoyer. Il y a une loupe, c'est-à-dire regarder dans le détail. Donc faire un état des lieux pour à ce moment-là se dire, ben voilà, là il faut nettoyer. Et qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Qui va réaliser ce nettoyage? Et comment faire? Comment va se faire de nettoyage? Il faut pour ça une manière de faire et aussi les outils qu'il faut utiliser pour le nettoyage et définir les priorités. On va commencer par ça ou par ci, etc. Donc il faut définir les priorités, etc. C'est-à-dire toute l'opération de nettoyage, ici il faut faire sa planification. Et pendant l'opération, c'est-à-dire je commence à nettoyer, remettre l'outil à l'état de propreté souhaité et négocier, c'est-à-dire qu'on a sur laquelle on s'est mis d'accord et qu'on a estimé que c'est ça l'état de propreté qu'il faut avoir. Et après, donc, recommander de définir les objectifs et un système d'évaluation. C'est-à-dire, dans cette opération de nettoyage, il est recommandé de définir les objectifs, c'est-à-dire quel est l'état de propreté demandé et un système d'évaluation. Comment je vais évaluer cette propreté-là? Donc il faut définir un système d'évaluation de cette propreté. Donc le nettoyage sert aussi à contrôler l'état de fonctionnement des machines. Si elles sont propres, on va savoir est-ce qu'elles marchent, elles ne marchent pas, est-ce qu'il y a des fuites d'huile, etc. Après, donc je suis encore dans nettoyer et il y a l'étape de check et act. Dans l'étape donc de check, vérifier l'état des objets pour prévenir leur détérioration. D'accord, regardez. Éliminer les sources de salissure si jamais il y a des sources, par exemple une vis qui n'est pas bien serrée et qui laisse couler l'huile. Je reviens toujours à l'huile parce que c'est ça qu'il y a généralement dans les machines et qui provoque les salissures. Ou bien je ne sais pas moi, si c'est un travail qui nécessite une propreté par rapport à la poussière, par exemple, regardez s'il y a une source de poussière et puis donc essayer d'éliminer cette source de poussière qui va donner un problème à la réalisation du travail. Donc tout ça dans vérifier. Et puis dans assurer ou agir, eh bien s'assurer que tout ce qui est inclus dans le périmètre a été nettoyé et inspecté. D'accord? Et après, bien sûr, je fais encore une audit par un auditeur indépendant. Indépendant, ça peut être interne, mais qui est indépendant de ce secteur, hein, qui vient d'un autre secteur. Et ça peut être aussi un supérieur, n'importe quoi. Et puis, pour pouvoir passer au 4e S, pour qu'il nous critique. La critique qui vient de l'extérieur, c'est toujours meilleur parce que généralement, cette personne, elle va être impartiale. D'accord? Donc, elle ne va pas prendre parti, elle ne va pas prendre parti, donc forcément, elle va être le plus objectif possible.
Et donc après, une fois qu'on a terminé, donc on passe à l'étape de la standardisation. Donc on va standardiser et toujours je rentre donc dans un autre cycle PDCA. Formaliser les règles de travail simples. Donc il faut prendre des règles de travail, mais il faut qu'elles soient simples aussi, visuelles ou écrites. Comme tout à l'heure je vous ai montré, c'est-à-dire voici l'emplacement, donc visuel, hein, et écrit, hein, ou bien un dessin pour montrer que c'est là où il faut placer l'objet, par exemple. Identifier les natures et causes de salissure, d'accord. Et puis éliminer et réduire les causes de salissure dans cette planification. Dans la formalisation des règles de travail, il faut formaliser de telle manière à pouvoir identifier la nature et les causes de salissure. Il faut aussi pouvoir éliminer et réduire les causes de salissure dans la formulation. Et dans cette... pour éliminer et réduire les causes de salissure, il faut rendre visibles les anomalies. Il faut que ça soit visible et clair. Donc l'emplacement, comment placer les objets, etc. Comment placer les machines. Localiser et étudier des simplifications d'accès aux endroits difficiles aussi. Donc pour pouvoir bien mettre en place par exemple l'étape de nettoyer, il faut que donc localiser et étudier des simplifications d'accès aux endroits. Il faut que la localisation et l'étude des je disais, pardon, c'est le téléphone qui m'a un peu perturbé. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Éliminer et réduire les causes de salissure. Donc, cette élimination, il faut rendre visibles les anomalies. D'accord? Donc, la standardisation doit se faire de telle manière à ce que toute anomalie peut être visible. Localiser et réduire des simplifications d'accès aux endroits difficiles. Là aussi, il faut regarder les endroits difficiles d'atteinte. Il faut faciliter l'accès à ces endroits-là pour pouvoir les nettoyer. Définir les méthodes de nettoyage. Comment va se passer, parce que ici on est dans la partie standardisée, c'est-à-dire tout le travail doit être disons, on doit choisir les standards, d'accord, choisir les standards. Donc définir les méthodes de nettoyage. Comment faire? Eh bien, planifier du temps pour le nettoyage et puis nommer les responsables, intégrer pour toute tâche nouvelle un temps de rangement de nettoyage.